8h16 sur Bretagne 5. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique en ce lundi matin était Owen Hubert. Il est référent départemental des jeunes avec Macron en Ille-et-Vilaine. Et il a fait le chemin pour être avec nous en direct au micro de Bretagne 5 matin. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour et merci pour votre invitation. Alors on va parler de politique, il y a beaucoup de sujets ce matin, mais j'avais envie en préambule d'ouvrir un petit peu sur la jeune génération que vous représentez en politique et les JAM, les jeunes avec Macron qui se sont réunis. Alors on prépare déjà la suite ? Alors effectivement, nous nous sommes réunis pour un Interjam Grand Ouest. C'est un événement qui a réuni 4 régions de JAM, 120 adhérents, où nous avons justement pu échanger, nous former autour de personnalités, notamment Valérie Ayé. Et donc oui, nous préparons la suite, nous préparons l'avenir. Et d'ailleurs, les jeunes avec Macron préparent un grand événement également le 5 juillet, où nous changerons d'ailleurs de nom, d'identité, tout en préservant nos valeurs et en continuant à aller de l'avant. Alors, Emmanuel Macron ne se représentera pas, il ne peut pas, la Constitution ne l'y autorise pas. En revanche, les bruits ont couru, vous savez ce que c'est que le bruit qui court, qu'il pourrait peut-être, Emmanuel Macron, choisir de revenir en 2032. Et là, il y a une levée de bouclier des Français qui n'ont pas envie qu'il revienne. Est-ce que, comment vous prenez ce genre d'informations ? C'est pas bon pour la suite, comme on dit ? Eh bien déjà, est-ce qu'il voudra se représenter en 2032 ? Je n'ai pas la réponse. Et secondement, que ce soit François Hollande, Nicolas Sarkozy, tous les anciens présidents, lorsqu'ils ont terminé leur quinquennat, eh bien, leur cote de popularité n'était pas topissime. Cependant, on voit qu'ils remontent après leur quinquennat. Et il faut rappeler que le président Emmanuel Macron a eu 2 quinquennats, de nombreuses crises à gérer. Donc évidemment, il ne peut pas plaire à tout le monde. Et quelque part, il est bon aussi d'avoir un regard critique sur la situation, voir également le positif. Nous sommes, et je sais qu'on y viendra, mais pour la 6e année consécutive, le pays le plus attractif en termes d'investissement en Europe. Et donc, il y a énormément de positifs. Et c'est bien aussi d'avoir ce regard un petit peu critique pour dire, ben voilà, comment est-ce qu'on va changer les choses et comment on va faire pour améliorer les choses dans les années qui viennent. Alors la France, elle attire, voilà, vous m'avez donné une transition très facile, la France, elle attire beaucoup d'investisseurs, malgré une situation compliquée au niveau budgétaire et autres, voilà, les investisseurs veulent s'installer en France, et c'est le cas d'ailleurs d'une grande boîte, une grande société, une grande boîte de logistique qui a choisi la France. Choose France a lieu en ce moment à Versailles, le président de la République reçoit des décideurs mondiaux pour leur donner l'envie de s'installer en France. Est-ce que là, c'est quand même une bonne nouvelle dans le marasme un peu ambiant quand même ? C'est une très bonne nouvelle. Alors, puisque finalement, quand on parle d'investissement étranger et d'investissement également français, ça va être des fonds, finalement, qui vont être débloqués pour justement lancer l'économie. Les premières fois, c'était vraiment des investissements pour ouvrir des usines, ouvrir de nouvelles industries. Aujourd'hui, on est plus dans une phase de développement avec des fonds qui sont débloqués justement pour créer de l'emploi, pour créer de l'innovation. Et aujourd'hui, la France est un pays qui innove, est un pays qui se réindustrialise depuis 2018, encore plus depuis 2022. Et donc, effectivement, c'est une excellente nouvelle pour notre attractivité, pour notre compétitivité. J'ai rajouté un ti, mais voilà, c'est une très bonne nouvelle et nous ne pouvons que souhaiter que cela continue. Et pour ce faire, il faut aussi porter des réformes ambitieuses. Et je suis sûr que le président de la République continuera à le faire. Avec une industrie qui a été mise à mal ces derniers temps en France, on a vu quand même des fermetures de sites, des difficultés pour certaines entreprises. On prend le cas d'ArcelorMittal par exemple, où il y a même eu une demande de nationalisation. Bon, je crois que ça a été un petit peu oublié. Mais il faut repenser la stratégie justement de la France en matière de réindustrialisation. C'est ça l'essentiel pour créer ce que vous disiez, hein, finalement, de l'attractivité, mais aussi de la compétitivité, et faire en sorte que la relance économique se fasse. Alors, la relance économique est déjà en cours et a déjà été faite. Là, la relance, justement, retombe un petit peu, mais c'est normal.
Aujourd'hui, nous avons une stratégie justement qui est une stratégie économique basée sur l'offre, c'est-à-dire qu'on va développer les entreprises pour créer du pouvoir d'achat et pour relancer l'économie. Et donc, votre question, pardon. Oui, voilà, il faut relancer justement ce côté réindustrialisation de la France et peut-être plus largement de l'Europe aussi. Il faut travailler main dans la main avec les autres États. Oui, effectivement. Il faut d'autant plus que l'Europe soit de plus en plus forte, de plus en plus imposante, puisqu'aujourd'hui, lorsqu'une entreprise se lance, il lui faut un marché. Parce que sans clients, l'entreprise ne peut pas perdurer, ne peut pas croître, ne peut pas créer de richesse, ne peut pas créer d'emplois. Et donc oui, effectivement, il faut de plus en plus travailler en européen. Et pourquoi pas, c'était une idée qui est toujours portée d'ailleurs par Enrico Letta, qui est donc de faire, si vous voulez, un marché commun des capitaux. Ce qui permettrait justement de faire en sorte que nos entreprises bénéficient de beaucoup plus de capitaux et faire en sorte justement qu'elles puissent investir plus, qu'elles puissent se développer plus, créer de nouveaux projets. Et notamment dans la tech, notamment dans l'IA, on a le chat par Mistral IA, qui est donc une IA générative également, à l'image de ChatGPT. Et donc voilà, il faut continuer ces efforts, puisque au fond, ce qui se joue, c'est l'avenir de la France, l'autonomie française en matière économique, mais également sa souveraineté, être moins dépendante, et également une indépendance européenne forte, en ne dépendant pas des GAFAM états-uniens ou de la Chine. Avec justement une politique très agressive de la Chine en matière commerciale, mais aussi le protectionnisme américain qui met aussi à mal, il faut bien le dire, notre économie, avec un Donald Trump, alors voilà, qui parfois un petit peu difficile à suivre, hein. Il met des droits de douane, il les réduit, les remet. Bon, voilà, alors là, je laisserai les économistes et les analystes poser justement leurs analyses, mais c'est difficile finalement d'exister entre ces deux géants. Et puis on va poindre aussi l'Inde qui se développe beaucoup. Là aussi, il va falloir que l'Europe, qui semble bien petite face à ces géants, se renforce. Oui, il faut toujours se renforcer. Vous parlez des États-Unis, au fond, leur stratégie... ça les pénalise, eux, plus que nous. D'ailleurs, nous avons également des leviers, puisque la plupart des médicaments consommés aux USA viennent d'Europe. Avec quand même des achats de laboratoires, on le voit par exemple pour Sanofi. Oui, également. Cependant, là, il s'agit de fonds qui viennent justement racheter des parts dans les entreprises. Ils ne prennent pas le contrôle de toute l'entreprise, mais seulement de certaines branches. Et en fait, ces fonds de pension permettent d'alimenter après les retraites des États-Unis, mais pas que. Ensuite, vous disiez est-ce qu'il faut se renforcer par rapport aux États-Unis, la Chine et l'Inde. Les États-Unis aujourd'hui, on parle de récession là-bas. L'inflation remonte. Donc leur situation n'est pas si bonne que ça. Et en ce qui concerne la Chine, nous sommes dans une phase aujourd'hui où les industries qu'on avait placées là-bas, puisqu'on a eu une grande phase de désindustrialisation en France, je ne vous apprends rien, mais elles sont en train de revenir en France, et d'ailleurs avec les quinquennats d'Emmanuel Macron, pour la première fois, eh bien, nous avons un solde d'ouverture d'usines net en France, depuis 20 ans. Ce qui démontre bien que la politique par l'offre est une politique gagnante. Nous avons un taux de chômage très bas, et vous parlez d'Europe. À l'échelle européenne, il faut se renforcer, sans doute réduire les diverses couches administratives qui font qu'aujourd'hui, une entreprise qui se lance de la taille d'une PME aura beaucoup plus de mal à se développer sur l'ensemble du marché et atteindre tout un panel de clients. Donc il faudra sans doute, faire en sorte que ce soit plus simple, simplifier les normes, simplifier les strates, afin que les ETI et les grandes entreprises ne soient pas les seules à pouvoir justement profiter de ce marché unique. Alors, il y a une grande demande de simplification, y compris à l'échelle européenne, même d'ailleurs dans la gouvernance européenne, hein, si on veut regarder un petit peu plus largement. C'est un petit peu la clé pour demain, justement, cette simplification, mais aussi un regard attentif sur les budgets. Il y a de grandes difficultés, là aussi, dans divers pays européens. La France est très endettée aujourd'hui. Ça m'amène au budget,
hein, comment arriver à résoudre l'équation très difficile de continuer à investir, continuer à compter finalement, mais en même temps faire des économies et faire en sorte que ces économies passent aussi au niveau social. Alors là, c'est un grand sujet et un débat extrêmement large. Bon, on n'a pas beaucoup de temps, mais on n'aura pas la réponse, je pense, ce matin. En quelques points, déjà, il y a le conclave sur la réforme des retraites. Il faut absolument que les syndicats, mais également le gouvernement, fassent preuve de responsabilité et fassent en sorte qu'on résorbe le déficit des retraites. Il y a la fraude fiscale, la fraude sociale à gérer. Il faut sans doute aller plus loin sur la réforme sur le chômage. Il faut absolument remettre tout le monde au travail ou mettre tout le monde au travail, notamment avec les jeunes, où on a beaucoup fait. On a fait un jeune, une solution, etc. On a accompagné les formations professionnelles qui font qu'aujourd'hui, les jeunes peuvent plus facilement atteindre l'emploi. Et pourtant, on parle beaucoup d'emploi des seniors aujourd'hui. Est-ce que, tout à fait. Justement, faut pas que les seniors goûtent une retraite bien méritée. Alors après, à chacun de choisir s'il veut continuer à travailler. Et peut-être mettre un peu plus les jeunes, vous allez pouvoir me répondre, vous êtes dans la place, comme l'on dit, mais mettre les jeunes au travail, ils sont très demandeurs. Il faut mettre les jeunes au travail, évidemment, et c'est pour ça qu'il y a les différents dispositifs dont je vous ai parlé. Et en ce qui concerne les seniors, il y a, vous le disiez, la question de la QVT, la qualité de vie au travail. Comment est-ce qu'on fait pour que quelqu'un qui ait travaillé toute sa vie soit encore en bonne santé lorsqu'elle arrive à la retraite, lorsque cette personne arrive à la retraite? Eh bien, justement, là, il faudra sans doute repenser aussi quelque part notre système. Aujourd'hui, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail n'auront pas le même emploi du jour où ils commenceront jusqu'à la fin de leur vie professionnelle. Les carrières longues, c'est fini finalement, dans la même entreprise. Alors, dans la même entreprise, peut-être pas, mais il va y avoir de la transversalité, il va y avoir de nouvelles opportunités, et je pense que notre génération est très demandeuse de ça. Et en ce qui concerne les seniors, lorsque justement parce qu'il faut bien se former lorsqu'on sort d'une entreprise, il faut se remettre à la page quelque part, redevenir employable, et tout faire pour justement garder une forme d'employabilité, tout en faisant en sorte qu'il n'y ait pas une pénibilité qui fasse qu'ils arrivent justement à l'âge de la retraite en étant brisés. Et donc là aussi, il y a le sujet de notamment France Travail, qui fait qu'il y a des formations, il y a un accompagnement désormais beaucoup plus accru que lorsque c'était encore Pôle emploi. Et donc voilà, ce sont vraiment ces sujets qui peuvent être intéressants. Et également, quelque part, la vie associative. Puisque les associations aujourd'hui, il y en a qui sont notamment pour le lancement des entreprises, il y en a aussi qui sont pour accompagner vers l'emploi. Eh bien, je pense qu'il faut leur donner plus de moyens, peut-être faire un petit peu moins d'organismes d'État et plus d'associatifs pour avoir un vrai maillage territorial et que les personnes qui sont éloignées de l'emploi et qui sont notamment en ruralité puissent avoir accès à justement ce genre de service via notamment l'associatif. Alors les associations, elles souffrent aujourd'hui, elles aussi, des restrictions budgétaires avec des collectivités qui donnent moins de subventions, là encore, hein, dans un souci d'économie. Comment faire là aussi pour résoudre l'équation, donner les moyens que les associations puissent avoir un peu de personnel et un peu de liquidité pour pouvoir faire fonctionner les structures. Alors on l'entend beaucoup, allez, on va faire une petite digression, on l'entend beaucoup actuellement avec les radios associatives, on pense à nos confrères nantais et plus largement des Pays de la Loire qui font face à des restrictions budgétaires importantes. Comment arriver là aussi à résoudre l'équation? Trouver des moyens financiers pour aider les assos, mais à la fois bien voilà, continuer à faire des économies. Alors vous faites bien de rappeler le sujet des associations, justement des radios associatives, où vous faites partie, et d'ailleurs vous faites aussi un travail qui est remarquable, et c'est un travail qu'il faut poursuivre, puisque justement ces radios associatives permettent de donner la parole à tout le monde. En ce qui concerne les associations de manière plus large, parce que je ne connais pas bien votre modèle économique, il y a d'abord les subventions, effectivement, quand il y a des baisses de subventions, et ces baisses de subventions ne sont pas décrétées étatiquement, mais ça va être des baisses de subventions qui viennent à la fois de la région, des communautés de communes et des communes simplement, des EPCI. Il faut aussi peut-être voir que ces communes, d'ailleurs on arrive en 2026, donc ça tombe bien. On va en parler de 2026. Il faut que les élus remettent aussi sur la table le fait que les associations œuvrent
pour la qualité de vie dans les communes, œuvrent pour la réinsertion, œuvrent pour le développement économique, et sont cruciales aujourd'hui. Et lorsque vous allez dans certaines petites communes, certaines sont obligées d'avoir des boulangeries associatives ou ce genre de tiers-lieux pour avoir une boulangerie, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de clients. Donc, il ne faut pas relâcher l'attention là-dessus. Et ensuite, le deuxième levier, finalement, des associations pour vivre, eh bien, ça va être les adhésions. Et pour qu'il y ait des adhésions, il faut que, disons, le grand public et les citoyens s'engagent dans la vie associative et s'engagent dans la vie de leur commune. Et finalement, je pense qu'on n'a pas mis assez l'engagement au cœur de la vie des citoyens français et bretons. Puisque aujourd'hui, en Bretagne, on a un fort maillage associatif, mais tout le monde ne va pas vers ces associations. On a des associations nationales qui permettent aussi le devoir de mémoire, telles que l'UNC, l'Union nationale des combattants, pour ne pas la citer. Et justement, aujourd'hui, ils sont en déficit aussi d'adhésion, et d'adhésion des jeunes. Et donc, peut-être que l'un des sujets aussi, outre le fait qu'il y ait moins de subventions, c'est réfléchir à jouer sur un autre pied, qui est donc l'adhésion, la cotisation. Et pour ce faire, il faut vraiment, et c'est ce que je fais à chaque fois que je me déplace, c'est rappeler que l'engagement est primordial dans notre société. On évoquait les seniors tout à l'heure. Si des seniors travaillent, pardon, voilà, je cherche le petit chat dans la gorge. Si les seniors travaillent, effectivement, ils ne peuvent pas donner du temps de bénévolat pour les associations. Là aussi, il y a une réflexion à avoir. Après, ça, c'est une réflexion autour du temps de travail. On a déjà eu le sujet des journées des semaines, en 4 jours. Une journée en 4 jours, ce serait compliqué. Des semaines en 4 jours. Donc, après, là, c'est comment est-ce que les entreprises font en sorte de bien gérer le temps de travail. Mais il y a également le temps qui est en dehors du travail. Mais évidemment, il faut aussi garder du temps familial. Il faut garder du temps pour soi. Mais ça peut être typiquement un week-end, aller voir une association, donner un coup de main. Ça peut être adhérer à une association de théâtre, comme une association des anciens combattants. Ça peut être une association, une radio associative. Mais ça ne veut pas dire donner un temps phénoménal. Ça veut dire, pour certaines associations, venir à l'AG, payer une cotisation, venir donner un coup de main, participer aux échanges, participer aux débats, rencontrer du monde. C'est une richesse aussi. L'associatif permet de rencontrer énormément de monde. Il y a 2 ans, lorsque je n'étais pas encore engagé chez les JAM, à vrai dire, j'étais plutôt introverti. Et j'avais pas vraiment ce sens de je vais aller voir les autres. Et notre génération qui a vraiment un sujet de santé mentale, aujourd'hui, est souvent, je crois, un peu fixée sur elle-même, en se disant, voilà, je regarde mon téléphone, j'ai des interactions sociales, etc. Mais au fond, il n'y a pas ce stimuli qu'on apporte justement dans la vie associative. Et donc, je pense que j'ai fait une discrétion, mais les seniors, la santé mentale des seniors, tout comme la santé mentale des jeunes, mais également des travailleurs, eh bien, ça passe aussi par l'engagement dans la vie associative. Voilà, on quitte un peu les réseaux pour rencontrer des gens, finalement. C'est ça, mais on peut aussi rencontrer des gens via les réseaux sociaux. J'ai rencontré des gens formidables à travers Discord, Instagram, etc. Cependant, il y a une différence tout de même. Et puis, on apprend aussi des choses lorsqu'on est jeune et que, justement, on a fait, admettons, la fac. Eh bien, on sort avec des compétences qui sont transversales, mais également des compétences, disons, plus théoriques. Ce qui n'est pas mon cas, puisque moi, je suis à l'UT. Mais lorsque ces personnes arrivent sur le marché du travail, si jamais ils n'ont pas, justement, cet engagement associatif, eh bien, ils ne se différencient pas. Et on sait qu'aujourd'hui, sur un marché du travail qui est compétitif, mine de rien, ça reste un marché. Eh bien, c'est toujours intéressant d'avoir ces compétences en plus et ce réseau. Puisqu'aujourd'hui, lorsqu'on cherche un emploi, ça passe également par le réseau. Et donc, l'une des pistes, justement, pour résorber toujours plus le taux de chômage, qui est à 7%, rappelons qu'on était à 9% il y a, au début du quinquennat d'Emmanuel Macron, du premier quinquennat, j'entends. Eh bien, finalement, l'associatif, ça peut clairement aider. C'est un vrai vivier pour tous les domaines de la vie. Vie économique, vie sociale, la santé de manière générale, puisque quand on bouge, quand on rencontre du monde, eh bien on vit plus longtemps en bonne santé. Quand on est heureux, on a une vie plus longue et en meilleure santé. Donc voilà, c'est aussi un vrai sujet. Alors,
important de plaider pour l'associatif. Vous l'avez fait ce matin, Erwan Hubert. J'avais envie de vous entendre aussi sur l'Europe, vous en avez parlé tout à l'heure. Et avec cette élection en Roumanie, finalement, le candidat pro-européen a été élu. On a entendu beaucoup de choses là-dessus. Emmanuel Macron s'est exprimé là aussi. On a dit, voilà, il y a une forme d'ingérence. Il est allé demander aux Roumains, ou en tout cas à communiquer autour pour que le candidat de l'extrême droite roumaine ne soit pas élu. C'est plutôt une bonne nouvelle pour l'Europe ? Alors évidemment, justement, cette élection est plutôt une bonne nouvelle pour l'Europe. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu des ingérences ? Honnêtement, je ne pense pas. Le fait que des personnalités publiques d'autres pays disent leur soutien à un candidat n'est pas choquant. Valérie Ariel l'a fait également. Tout à fait, mais ce n'est pas choquant. On partage les mêmes valeurs, nous pouvons travailler ensemble. Cependant, ce qu'il l'est, c'est lorsque il y a des ingérences, notamment russes, qui viennent justement pour déstabiliser, puisque leur sujet, c'est pas de redonner du pouvoir typiquement aux Roumains, ce n'est pas d'améliorer la vie des gens, ce n'est pas la construction européenne en Russie. En Russie, ce qu'ils veulent, c'est décrocher l'Europe, la démanteler bout par bout pour dominer également. La Russie de Vladimir Poutine est dans une logique extrêmement belliqueuse. Et lorsque Vladimir Poutine ne va pas apporter son soutien comme ça de manière publique et s'en tenir là. Ce qu'il fait, c'est qu'il envoie des bots, il envoie des trolls, il fait des hackings, il hack des choses. Sur les réseaux sociaux, on voit l'ensemble des faux comptes qui font de la communication aussi. Nous sommes en train de vivre une ère où l'information, notamment via les réseaux sociaux, est cruciale. Sauf qu'aujourd'hui, la désinformation est d'autant plus facile à faire. Regardez toutes les théories du complot qui pullulent, notamment sur X, où justement Elon Musk, d'ailleurs, en l'ayant repris, donne vraiment un essor nouveau à ces fake news. Déjà que c'était pas nécessairement fameux sous Twitter. Alors, sous X, je ne vous raconte pas. Sous Twitter, c'était encore un peu modéré. C'était encore un peu modéré. Et il n'y a plus de limites. Et donc, finalement, et c'est pour ça d'ailleurs que le fait qu'il y ait des fonds qui arrivent en Europe est une très bonne nouvelle, puisque peut-être un jour aurons-nous notre X européen. On l'espère. Et donc, voilà. Finalement, après cette petite digression, le sujet, c'est surtout de savoir qu'est-ce que nous voulons pour l'avenir. Est-ce que demain, nous voulons l'ode à la joie? Est-ce que nous voulons la paix? Est-ce que nous voulons la croissance, la prospérité? Est-ce que nous voulons être humanistes, européens, écologistes? Est-ce que nous voulons faire en sorte que demain soit un monde meilleur? Ou est-ce que nous voulons tout donner aux impérialistes? Avec un coup de fil qui va avoir lieu aujourd'hui entre Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump, on parle de la paix en Ukraine, voilà, avec un Vladimir Poutine qui se fait attendre, désirer, qui est un petit peu le maître du jeu, on peut le dire comme ça actuellement. Les Européens qui ont eu de la peine aussi à exister sur cette négociation de la paix portée justement par divers pays européens dont la France, est-ce que vous avez espoir que finalement ce coup de fil aujourd'hui mette fin, en tout cas c'est les propos de Donald Trump, à un bain de sang? Je serais modérément optimiste. Le fait qu'il y ait des appels, qu'il y ait des échanges est très positif, évidemment. Cependant, je reste très prudent sur ce sujet, parce qu'on ne sait pas encore où est-ce que tout cela va mener. Avec néanmoins une volonté quand même européenne de vouloir arrêter la guerre, de passer à autre chose, et surtout de bloquer, vous parliez de Vladimir Poutine tout à l'heure et de ses velléités de conquérir d'autres pays, hein, on pourrait le dire comme ça. Est-ce que justement, là aussi, l'Europe doit être forte, doit être tenace, doit être têtue finalement face à Poutine? Tout à fait. Et l'Europe face à Poutine doit être un roc. Et d'ailleurs, pas que face à Poutine. C'est pas juste Poutine, entre guillemets, l'ennemi belliqueux qui cherche à nous détruire. Nous avons également des rivaux à l'échelle mondiale. Et justement, ce qui fait qu'aujourd'hui l'Europe perdure, ce qui fait que nous avons besoin d'Europe, ce n'est pas juste face à un ennemi bien ciblé, mais c'est justement pour être plus fort, non pas pour faire la guerre, comme on l'entend parfois sur les réseaux sociaux, notamment X,
Ce n'est pas ça l'Europe. L'Europe, c'est l'ode à la joie, c'est l'appel à faire la paix. L'Europe, c'est l'appel à la prospérité. L'Europe, finalement, doit être unie pour faire en sorte que plus jamais nous n'ayons la guerre chez nous. Et que plus jamais la France, typiquement, se retrouve dans une situation où elle serait seule face à des géants tels que les États-Unis, la Russie ou la Chine. Avec une volonté de réarmement de l'Europe, on l'a vu d'ailleurs avec l'Allemagne, qui d'une façon un peu inattendue a été un peu moteur sur la chose du réarmement. C'est une bonne chose de dire voilà, on veut pas la guerre, mais on sait répondre. Eh bien, pour ne pas avoir la paix, pour ne pas avoir la guerre, il faut justement s'y préparer. Si jamais nous restons désarmés, si nous restons faibles, qu'est-ce qui empêchera demain Vladimir Poutine de nous attaquer? Si jamais la France, si jamais on décale la France et qu'on la met à la frontière de la Russie, on enlève notre arme nucléaire et notre armée. Qu'est-ce qui demain empêche, ou empêcherait, Vladimir Poutine de nous attaquer? Rien. Peanuts. Et est-ce que nous voulons être justement dépendants également du parapluie états-unien? Est-ce que nous voulons que les USA de Donald Trump soient les garants de notre sécurité, ou est-ce que nous voulons l'assurer nous-mêmes? C'est ça le sujet. Et donc ce sujet de fond qui est absolument crucial doit être traité en européen. Les industries qui travaillent déjà ensemble, finalement, on a déjà divers projets. Il y a de la coopération. Tout à fait. Et les Européens doivent aussi acheter européen. C'est comme quand on dit, bah voilà, si jamais vous voulez mieux rémunérer le producteur français, achetez français. Eh bien, là aussi, on a ce sujet-là. En européen, on doit passer commande en européen, on doit agir en européen, toujours plus fort, toujours plus loin, pour justement assurer notre souveraineté. Le temps passe très vite. J'ai envie de vous entendre sur deux grands sujets. D'abord, les élections de 2026, elles arrivent. Mais juste avant, sur l'élection, une autre, de Bruno Retailleau à la tête de LR. Est-ce que c'est une bonne nouvelle aussi, même pour le parti présidentiel? Bruno Retailleau ne partage pas les convictions de la majorité présidentielle. Cependant, c'est quelqu'un qui reste droit dans ses bottes, et à partir de ce moment-là, je n'ai pas à me prononcer sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal chez LR. Je dirais juste que ça révèle finalement que on va dire une ligne de conduite droite est, on va dire, récompensée. Avec les élections qui arrivent en 2026, il est possible quand même que le parti présidentiel se trouve face à des candidats LR. Donc voilà, ça va être assez intéressant à observer. Justement, chez les jeunes avec Macron, vous êtes en préparation pour ces élections de 2026? Tout à fait, on les prépare. Et vous disiez, est-ce qu'on va se retrouver confronté à des LR? Honnêtement, pour nous qui sommes en ruralité, j'accepte donc Saint-Malo et Rennes, en ruralité, la question ne va pas se poser. On va tous partir sans étiquette, et ce sera très bien comme ça. Lorsqu'on se présente à des élections municipales, c'est pas pour faire briller le parti, c'est vraiment pour arriver avec des propositions, arriver avec une énergie, et dire, bah voilà, dans ma commune, j'ai telle problématique, on va faire en sorte de les résoudre. On va devoir s'arrêter là parce que ça va très vite. Un dernier petit mot, on parlait tout à l'heure des associations, il y a aussi la préservation de la langue, des langues en Bretagne ici. Ça fait un grand débat aujourd'hui, le gallo, le breton, le gallo et le breton. Alors effectivement, c'est un grand débat, notamment en Ille-et-Vilaine. Et avec le Jeune avec Macron, nous avons tranché la question sur notre prise de position à nous, et qui n'est pas partagée nécessairement par tout le monde, y compris au sein de la majorité présidentielle. Mais cependant, c'est une question évidemment fondamentale. En Bretagne, on parlait des municipales. Chez moi, lorsque je vais dans mon village, eh ben ça cause gallo, ça patoise. Ça cause gallo. Damien. Et quand aujourd'hui, certaines personnes, y compris dans notre camp, arrivent et nous disent, bah voilà, on va mettre des panneaux bretons en Haute-Bretagne. Bah moi je veux bien, mais ça peut être pour des questions culturelle évidemment et d'identité, mais cependant si jamais on prend ce prétexte, eh bien il faut également mettre des panneaux bretons. Je n'appelle pas à supprimer des panneaux gallo, je n'appelle pas à supprimer les panneaux bretons, mais lorsqu'on met du breton, il faut mettre du gallo, c'est une question de cohérence. Voilà, et d'autant qu'en Ille-et-Vilaine, on a longtemps parlé gallo, on le parle encore. Merci infiniment. Voilà, merci infiniment, Ewen Hubert, référent départemental des jeunes avec Macron en Ille-et-Vilaine, d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous également et merci pour votre invitation. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.